bonjour à tous. Vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14 h, Céline? Oui, 14 h. On devrait aller jusque-là, en théorie. Peut-être même au-delà, ça dépend. Nous sommes le mercredi 23 septembre. Et il est un peu plus que 12h30. On reçoit aujourd'hui un invité focus Alain Plaisir, qui est le leader, le président du CIPA, qui a présenté hier sa liste pour les prochaines régionales. Mais on parlera surtout aussi de ça, ce bouquin intéressant, la préférence guadeloupéenne qu'il faut avoir lu, et même plus que lire. On recevra plus tard Madame Evelyne Chicou, qui est là aussi, qui a publié cet ouvrage Le sang oublié et qui raconte un peu l'histoire des Amérindiens dans notre pays. Et puis comme chaque mercredi, la chronique culture, la culture selon Martine, qui nous promet des surprises, bien sûr, comme d'habitude. Tout à fait, qui viendra nous parler un peu de culture au coin de ce ZCL qui va commencer avec les titres, et c'est Céline qui les développe. Les titres, en effet, de ce mercredi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ulcérés d'être privés d'eau depuis plus de 6 mois, mais plus encore qu'on leur demande de payer leurs factures. Eh bien, des habitants de Cap-Esther ont bloqué ce matin la Nationale 1 à Sainte-Marie dans les deux sens. Et puis, quoi de neuf, docteur, nous reviendrons sur cette étude publiée par l'ARS via l'ORSAG concernant la santé des Guadeloupéens. Et puis on fera un saut à Paris pour parler de l'IFRECOR qui s'occupe de préserver nos récifs coralliens, un institut qui travaille, Danick, de façon étroite avec les collectivités ultramarines. Et de Paris, voilà. Bien, c'est le sommaire du journal qu'on va développer tout à l'heure, mais pour l'instant, on va s'entretenir avec Alain Plaisir, qui est notre invité focus aujourd'hui. Alain Plaisir, la première question que je vais vous poser, quand vous dites la préférence guadeloupéenne, parce que est-ce que le titre n'est pas un petit peu ambigu, parce que vous savez que c'est un terme terme préférence a été utilisé par un autre parti qui n'est pas le vôtre. Vous avez vraiment tenu à avoir ce titre-là. Nous sommes opposés à ce parti dont il est question. Pour ne pas le nommer, c'est le Front National qui parle de la préférence française. Mais il n'y a pas que le Front National qui a parlé de la préférence française. Il y a l'Union européenne qui a mis en place ce qu'on appelle la préférence communautaire. Et la préférence communautaire, c'est mettre en place une série de mesures pour que la culture et l'industrie de l'Europe fassent concurrence aux importateurs venant d'ailleurs. Oui. Donc c'est un système qui, en réalité, un système de mécanismes douaniers fiscaux qui permettent à un pays d'être compétitif sur la scène internationale. Donc c'est pour cette raison que je me suis inspiré des grands principes de la PAC, la politique agricole commune, pour mettre en place, pour proposer en tout cas une préférence guadeloupéenne. Donc ça n'a rien à voir avec la référence que vous avez citée. Que vous le disiez. Alors la deuxième question, avant de passer la parole à Céline, c'est quand on voit un peu votre parcours, vous le disiez tout à l'heure un petit peu en off que vous n'êtes pas né de la dernière puis politiquement parlant, mais il y a un combat que vous avez mené, que vous avez lancé et qui est souvent repris. Il y a encore 2 jours, on parlait de ça avec M. Bandou, c'est la conquête du marché intérieur. Où en sommes-nous de cette question? La conquête du marché intérieur, c'est vrai que c'est une idée que j'ai formulée depuis fort longtemps, puisque depuis 2000, j'ai écrit un livre qui est ici, paru aux éditions Jazor, Propositions pour le changement. Et dans les propositions pour le changement, la première proposition, c'est de conquérir le marché intérieur. Alors pourquoi cette idée, conquérir le marché intérieur? Alors il faut comprendre que dans un pays, vous vivez à la fois d'importation et d'exportation. Or, nous, pendant des années, on a donné comme vocation à la Guadeloupe d'exporter des productions traditionnelles pour alimenter le commerce en France. Alors, traditionnel, c'était le sucre, bien avant l'époque coloniale, mais ensuite la banane qui a fait son apparition dans les années 20. Donc, cette agriculture-là, c'est une agriculture qui est différente de ce qui se passe ailleurs. Dans les pays développés, on développe une agriculture pour nourrir la population et donc pour favoriser un commerce intérieur. Tandis que nous, dès le départ, c'est une agriculture de type colonial. Nous avons eu comme destination fournir, on a des matières premières, on n'en a pas, mais en tout cas des produits agricoles qui ne se font pas dans les pays tempérés. Donc le sucre et la banane. Ça a marché plus ou moins bien jusque dans les années 1980. À partir de ce moment-là, des années 80, l'Europe
est rentré dans un système libéral, a ouvert ses frontières aux importations d'autres pays, par exemple pour la banane, l'Europe a ouvert, voilà, et l'Afrique, aux pays d'Afrique, et même de plus en plus aux pays d'Amérique centrale, les pays du Salvador. On appelle donc ça la banane dollar, et cette banane concurrence notre production. Et en même temps, comme l'Europe est devenue libérale, l'Europe a supprimé toute notion de préférence communautaire. Donc, plus on va avancer dans le temps, moins notre banane sera compétitive. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, la banane est condamnée. Et d'ailleurs, les planteurs ici, ils le savent, puisque beaucoup d'entre eux ont déjà été investis en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Donc ils savent que, peut-être que les politiciens ne le savent pas, mais les gens qui comprennent un peu l'économie savent que dans ce système-là, dans quelques années, il y aura peut-être de la banane pour la production, pour la consommation locale, mais l'exportation sera éliminée. Le sucre, c'est à peu près le même processus. L'Europe a décidé, en 2017, de supprimer les quotas garantis. Oui. C'est-à-dire, maintenant, vous avez un prix garanti. Si vous faites, nous avons un quota garanti qui était de 90 000 tonnes, mais qu'on n'atteint pas. On est aux alentours de 50 000 tonnes de sucre. Mais ces 50 000 tonnes-là peuvent s'écouler en France parce qu'il y a un prix garanti qui est donné aux planteurs et aux industriels. En 2017, il n'y aura plus de quota garanti. Donc vous voyez que nos rares productions d'exportation, les deux principales, mais il n'y a presque rien. Après il y a le rhum c'est 700 000 €. C'est très marginal. Donc ces deux productions, c'est un peu moins de 200 millions d'euros. Par contre, on achète 2 milliards 700 millions d'euros de marchandises. Il y a eu un article dans la presse locale où on parlait du déficit de la balance commerciale que moi j'ai commenté d'ailleurs. 6%, on est 6%, on est à 6%. On est à peine 6%. Et ce qui est important à souligner, c'est que la situation se dégrade d'année en année. On achète de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'on achète? On achète évidemment des biens industriels, on achète des carburants, mais si on n'achetait que ça, le problème c'est qu'on achète, on achète de la viande. On achète la viande, 80% de notre production de viande vient de l'extérieur. On achète des ignames du Costa Rica. Des ignames, on achète du poisson, on achète des crabes, on achète du poulet. 90% du poulet, ça vient de l'extérieur. Le lait, ça vient aussi à 100% de l'extérieur. Alors rappelez-vous, il y a quelques années, on faisait du lait pour lui. Donc vous êtes en situation où vous ne pouvez pas être compétitif sur le marché international. Par contre, si vous établissez des règles sur votre propre marché, le marché guadeloupéen, vous pouvez conquérir une partie de ce marché, notamment dans les produits agricoles, comme je viens de vous dire, les produits de l'élevage, les produits de l'agriculture, la pêche, etc. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, nous sommes dans une situation au niveau mondial, où il y a une grande compétition, qu'on appelle la mondialisation, mais en réalité, c'est la suppression des barrières douanières fiscales, c'est la loi du plus fort, la loi de la jungle, et sur ce marché international, nous ne sommes pas en mesure de lutter à armes égales. Par contre, sur notre marché intérieur, on peut, c'est comme une équipe de football, vous savez très bien que quand vous jouez sur votre terrain, vous êtes un peu plus fort que si vous jouez sur le terrain de l'adversaire. C'est pareil. Et je vais prendre un exemple pour montrer que toute l'argumentation que j'ai développée depuis quelques années, l'histoire me donne raison. Quand les Européens disent l'éloignement c'est un handicap, et moi je dis non, l'éloignement ça peut être un avantage. À titre d'exemple, actuellement, vous avez assisté à tout ce qui se passe en Europe, en France particulièrement, par rapport aux importations de viande porcine et de lait. Et la Bretagne en souffre. Bretagne. Et pourquoi? Parce que ce sont des voisins même de la France, l'Allemagne, un peu plus haut, les pays du Nord, le Danemark, la Lituanie, qui vendent la viande. Et comme ils arrivent à produire moins cher qu'en France, ils vendent la viande plus chère que les producteurs français. Ça fait les cours chutent et ça provoque la faillite des producteurs français. Et nous, l'éloignement fait que les quelques producteurs de viande porcine existent encore, mais imaginez si on avait une frontière avec l'Europe, ça aurait subi le même sort. Bon, donc ce qu'il faut faire, c'est de dire il y a des choses qu'on peut produire en Guadeloupe, mais pour les produire, il faut prendre en compte qu'on est dans un système capitaliste qui fonctionne avec des règles, la loi de l'offre et la demande, et si vous produisez
plus cher que les autres, vous n'allez pas vendre. C'est pour cette raison que je propose un certain nombre de mesures pour faire face à la concurrence. Céline. On comprend très bien la démarche, hein. Il y a aussi du bon sens aussi quelque part dans cette approche économique. Est-ce que pour vous, il y a un modèle vertueux quelque part dans le monde de marché justement qui a su avoir cette intelligence aussi de nourrir son marché intérieur et qui fonctionne bien? Ben, vous avez à peu près tous les pays industriels ont fait cette démarche. Priorité pour nourrir la population. Vous avez un pays capitaliste, hein, par excellence, qui est le Japon, qui considère que le riz, c'est une production stratégique. Parce que les Japonais, comme beaucoup d'Asiatiques, se nourrissent de riz. Et disent, si demain il y a une guerre, si demain il y a un problème quelconque et on ne peut pas s'approvisionner à l'extérieur, il faut qu'on puisse manger. Donc, ils mettent des droits de douane très importants sur le riz importé pour que les producteurs de riz japonais puissent continuer à faire du riz, parce que le Japon ne peut pas se permettre de vivre sans production de riz. Et l'Europe même a mis en place un système de préférence communautaire, qu'on appelait l'Europe verte, et qui fait que l'Europe, globalement, est l'un des plus gros producteurs agricoles. Même la France qui a des problèmes, la France exporte du blé, exporte à peu près tout, hein, le sucre, du lait, du beurre. Donc ces pays industriels, même si ces pays industriels font de l'industrie, font des services, mais gardent une base agricole. Alors qu'en Guadeloupe, nous n'avons pas d'industrie, mais la base agricole a été éradiquée. Donc on vit de quoi? On vit de services. Mais un service n'a jamais développé un pays. Le service, on appelle ça le tertiaire. Le tertiaire, ça veut dire que ça vient en troisième position. Premier, le primaire, c'est l'agriculture. Deuxième, secondaire, c'est l'industrie. Troisième, c'est le tertiaire. Mais nous, les deux premiers n'existent pas. On est le tertiaire. Et comment le tertiaire fonctionne en Guadeloupe? Pas avec les richesses produites, pas avec une répartition des fruits de la richesse, mais simplement avec des transferts sociaux au public. Donc ça ne peut pas marcher, parce que si vous avez une économie qui est basée uniquement sur des consommateurs qui n'ont pas créé de richesse, mais qui vivent des allocations familiales, des RSA ou de la paie des fonctionnaires, à un moment donné, le système va créer du chômage. Parce que le nombre de consommateurs, il est toujours le même, c'est 400 000, et les commerçants ne peuvent pas multiplier des commerces. Donc le système, au moins, il est bloqué. Et c'est ce qui provoque le chômage. C'est ce qui fait qu'en Guadeloupe, le chômage se développe de plus en plus. On est presque 30% de personnes en âge de travailler, mais parmi la fraction des jeunes, c'est 60%. Un pays ne peut pas. Donc moi, je propose une alternative, faire autre chose. Ce que je développe en matière de production, il faut faire aussi autre chose, c'est-à-dire des rapports, de nouveaux rapports avec nos voisins, donc pouvoir négocier avec nos voisins, mais pouvoir négocier ce qui n'est pas le cas, puisque nous n'avons pas de compétences en matière de commerce extérieur. Justement, alors, vous disiez que la Guadeloupe c'est un pays à vocation agricole, mais qui n'est pas un pays agricole. Est-ce que l'agriculture peut créer des richesses dans ce pays? Tout à fait. Si on développe. Si, tout à fait. Est-ce qu'il y a des productions, en dehors de la canne et de la banane, qui sont des productions, comme vous avez dit, coloniales, traditionnelles? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent nous conduire premièrement, à une autosatisfaction de notre marché intérieur et puis peut-être même au développement? Tout à fait. Alors, déjà, hein, on n'est pas obligé d'être un grand scientifique pour savoir qu'en Guadeloupe, il y a quelques années, nous mangions de la viande qui était produite par les vaches ou les bœufs des éleveurs guadeloupéens. Nous mangions du poisson qui était pêché par nos pêcheurs. Nous mangions à Noël, le plat traditionnel, c'était Zignam Padiwa. L'igname venait de Guadeloupe, les pois du bois venaient de Guadeloupe, particulièrement de Marie-Galante. Je peux prendre l'exemple des poulets, les produits de la pêche. Les produits de la pêche. Est-ce que vous savez que nous achetons le chiffre d'affaires de l'importation de produits de la mer, c'est 30 millions. C'est supérieur, c'est nettement supérieur au chiffre d'affaires de nos pêcheurs. Et c'est quoi ce poisson que nous mangeons? Mais ce sont des poissons que nous avons mangés jusque dans les années 90. C'est dorade, ça vient de Chine ou du Pérou. C'est chatte, ça vient aussi de l'extérieur. C'est Vivano qui vient du Venezuela, etc. Donc ça veut dire que vous avez eu un créneau à un moment donné qui a permis de développer une production agricole, qui a permis de garder à la terre ce nombre de personnes,
et ce qui a permis de maintenir un taux de chômage qui était nettement inférieur à celui-là. Dans les années 90, début des années 90, on était à 19%. Ouais. Maintenant, on est à 27%. Et c'est lié à... Donc, pour répondre à votre question, nous pouvons produire à peu près tout. Quelqu'un disait, il y a pratiquement que le blé qu'on ne peut pas faire ici. Et on peut tout faire. On peut tout faire. Je rappelle que la pomme de terre n'est pas issue de l'Europe. Non, c'est du Mexique. Bon, oui. Que le maïs aussi. Et donc les Européens ont su récupérer des productions des pays tropicaux. Le cacao aussi d'ailleurs. Le cacao aussi, on fait plein de produits. Donc nous avons toutes ces productions qu'on doit développer. Et à partir de ces productions, faire de l'agroalimentaire. Je discutais avec quelqu'un qui me disait, bon, ben, il y a quelqu'un qui a une industrie qui a obtenu des subventions dans l'île voisine pour acheter du concentré de fruits. Pour concentrer de fruits, pour faire du jus, oui, soi-disant local. Oui. Or, dans ce fameux jus local, il n'y a que l'étiquette qui a été faite. L'étiquette et l'eau. Oui. Le reste, il n'y a rien de local là-dedans, puisque concentré de fruits. Donc, pourquoi ne pas développer une industrie, une agriculture fruitière, hein, qu'on peut faire, on a plusieurs régions ici, il y a des choses qu'on peut faire à Côte-sous-le-Vent, il y en a qu'on peut faire en Grande Terre, dans les Grands Fonds, en Marie-Galante, pour alimenter une industrie agroalimentaire. Oui, Alain Plaisir, est-ce que le travail ne coûte pas trop cher en Guadeloupe aujourd'hui? Voilà. Bonne question, mais je développe ça dans le livre. Donc effectivement, le coût du travail est plus élevé que chez nos voisins. Oui. Nos voisins de la Caraïbe, d'Amérique latine ou des pays en voie de développement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je vous ai parlé du Japon, qui a considéré que c'est une production stratégique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est subventionner vos producteurs. Oui. C'est dans le monde d'ailleurs. L'agriculture est subventionnée partout. Y compris aux États-Unis, y compris en Europe. Il faut subventionner vos agriculteurs. Alors comment les subventionner? Et c'est où je fais appel à ces mécanismes douaniers fiscaux. C'est à partir d'une taxe que j'appelle le prélèvement, qui sera fixée sur des importations concurrentes. Et l'argent de cette recette n'ira pas au conseil régional, ni au conseil général, ni aux communes qui en font un peu, qui font le fonctionnement, qui gaspillent cet argent en achetant des belles voitures, en allant en France, en descendant des hôtels à 700 € la chambre. Ça ira, la taxe spécifique qu'on appelle le prélèvement, ira pour donner un complément de recette aux agriculteurs. Aux producteurs. Ça va être producteurs agricoles ou industriels. Alors j'avais pris l'exemple dans le livre l'INIAM qui revient aux agriculteurs environ 1,40 €, 1,30 €. Ouais. Il ne peut pas vendre à 1,40 € ni 1,50 €. Oui. Donc ils peuvent vendre entre 2,20 € et plus cher que l'INIAM du Costa Rica. Donc, moi, la taxe, si je prends le prélèvement 70 € sur le quintal, sur l'INIAM importé, ça me permet de donner 0,70 € aux producteurs comme soutien, ce qu'on appelle un complément de recette. Donc, moi, je ne vois pas d'autres solutions si on ne met pas en œuvre ce que j'ai écrit dans ces livres-là. Et qu'est-ce qui empêche justement? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté politique ou alors les gens qui sont au pouvoir s'en fichent complètement du développement de l'agriculture, de la production guadeloupéenne? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une forme d'incompétence. Ouais. Parce qu'ils sont arrivés, ils ont été élus, ils ont un budget, eh bien, ils répartissent le budget. C'est ça qu'ils font. Alors prenons la région qui a d'habitude un budget aux alentours de 700 millions, il y a 250 millions de fonctionnement pour payer les agents, pour acheter des voitures, pour faire les concerts gratuits, etc. 250 millions qui ne vont pas dans la production et qui ne vont pas dans le développement. Et là, 250 millions qui restent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bouts de route. Alors les gens sont contents, on a beau de route, on fait un lycée. Bon, il faut faire des lycées, bien sûr. Bon, mais ça ne va pas aider la production. Or, si vous n'aidez pas la production, vous ne faites pas reculer le chômage et vous ne créez pas d'emploi. Parce que vous faites une route, c'est ponctuel. La route, quand elle est terminée, eh les gens ne travaillent plus. Tandis que quand vous créez l'emploi dans la production agricole et industrielle, vous créez de la richesse. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte, parce que les gens, il faut qu'ils voient ça de manière globale, quand vous achetez des marchandises à l'extérieur, il y a un flux de marchandises, mais un flux financier aussi. Oui, c'est l'argent de la Guadeloupe qui va, je ne dirais pas enrichir, qui va au moins donner des revenus
à des gens qui vivent ailleurs et qui va créer de l'emploi. Donc il faut renverser, ce qu'on appelle renverser. Il faut renverser ponctuellement à partir d'un certain nombre de produits que vous allez déterminer. Bon, alors eux, ils ne sont pas dans cette logique-là. On a l'impression que le chômage augmente, bon, ben, chômage, enfin, ils font de l'autosatisfaction. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'il y a une part d'incompétence. Et deuxième élément, c'est vrai qu'il faut en parler, il y a un problème de compétence juridique, puisque ce que je propose de mettre en œuvre là, il faut avoir une compétence douanière. Or, cette compétence douanière, vous ne l'avez pas au niveau, quand vous êtes une région. Il faut que les téléspectateurs sachent, ceux qui ne le savent pas, que nous sommes une région européenne et que le tarif des douanes qui est appliqué en Guadeloupe, c'est le même qui est appliqué à Hambourg, à Gênes, enfin tous les ports européens. C'est le même, c'est exactement le même. Or, ce tarif, il est mis en place pour les Européens, pour l'économie européenne, qui est tout à fait différente, qui est une économie, c'est quand même les pays les plus développés du monde, les pays européens. Les 28 pays, commercialement, ces pays-là sont même devant les États-Unis, quand on les met ensemble. Quand on a l'habitude de dire l'Allemagne et compagnie, mais quand on les met ensemble, c'est la plus grande puissance commerciale du monde. Et ces pays-là, donc, vont déterminer un tarif en fonction de leurs intérêts. Ils vont dire, par exemple, on va protéger l'industrie automobile européenne. Donc, ils vont mettre une taxe. Bon, mais nous, une taxe sur l'automobile, ça ne nous arrange pas, bien au contraire. Par contre, ils ne vont pas mettre une taxe sur l'eau. Oui, ils vont mettre sur l'eau pour récupérer, mais ils ne vont pas mettre une taxe sur le poisson, le vivano. Ils ne mangent pas de vivano, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc quand ils prennent des décisions, ils ne prennent pas en compte, puisque nous, on est une région. Donc ça pose la question qu'il faut un statut nouveau. Alors, le statut nouveau, ce n'est pas la révolution. Nous, ce qu'on propose, c'est avoir les mêmes compétences, par exemple, que Saint-Barthélemy, qui a mis en place, qui a demandé, qui a obtenu une compétence douanière fiscale. Or, il faut savoir que Saint-Barthélemy, jusqu'à présent, c'est un port franc. Il n'y a jamais eu de douanier à Saint-Barthélemy, jamais. Bon, et peut-être qu'il n'y en aura jamais. Et pourtant, il demande une compétence douanière. Il faut réfléchir. Moi, je réfléchis. J'invite ceux qui nous dirigent à réfléchir. Comment voulez-vous un pays qui n'a jamais eu de douanier, qui est un port franc, où les marchandises peuvent rentrer librement, décide d'avoir une compétence douanière et fiscale? Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas que les lois et règlements européens s'appliquent automatiquement chez eux. C'est une question. Oui, justement, on comprend très bien votre argumentaire, on vous suit très bien dans la logique, mais effectivement, on se dit, en fait, c'est tout le système qu'il faut revoir. Donc, par quoi on commence? Est-ce que c'est le consommateur qui se met à ne plus aller acheter les produits entrants? Est-ce que ce sont les producteurs par quoi on commence, en fait? Mais où on commence, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent les Guadeloupéens, il faut qu'on mange guadeloupéen. Moi j'appelle ça le discours affectif. Si vous avez quelqu'un... Mais est-ce que c'est pas le premier réflexe? Parce que c'est un acte politique aussi de consommer. Oui, on peut le dire. Bon, d'autres le disent, c'est pas la peine que je le répète. Mais là, ça ne résiste pas à l'analyse. Si vous avez quelqu'un qui gagne moins de 900 €, c'est le cas de milliers de Guadeloupéens. Il faut savoir que 22% de Guadeloupéens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Les gens qui sont dans ce cas-là, ils se reconnaissent. Donc c'est pas leur première inquiétude. Donc non, mais c'est même pas ça. C'est que quand vous avez un pouvoir d'achat limité, que vous avez payé avec moins de 900 € votre loyer, vous avez payé l'électricité, l'eau, vous avez payé tout ça, il vous reste très peu d'argent pour consommer. Donc, vous n'allez pas acheter un produit guadeloupéen, parce que c'est un produit guadeloupéen, vous allez acheter un produit le moins cher. Si à côté, il y a un Vivano sur le marché à 10 €, un Vivano ou n'importe quoi d'Adorade à 10 €, et que dans le supermarché, il y a ce même Vivano 4 €, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, puisque c'est même cahier, c'est des darnes de dorade, 4 €. Je donne des exemples et je mets la photo. Donc, le discours affectif, à la limite, ça peut être même dangereux, parce qu'on va faire croire aux gens, ah ben, si vous êtes des bons Guadeloupéens, ah ben, achetez local. Mais ils ne peuvent pas acheter local, à part quelques petits bourgeois ou quelques patriotes acharnés. Donc, il faut mettre en place, en économie, il y a des règles. Il n'y a pas de sentiment, c'est la loi de la jungle. Donc, il faut mettre des règles, et ces règles-là, ce sont des mécanismes qui permettent de protéger la production, et en même temps qu'on protège la production, on aide les producteurs. Si on ne fait pas ça, on est mort. Voilà. Donc c'est une décision politique. C'est une décision politique. C'est pour cette raison que moi, je suis le fondateur du CIPA. J'ai créé, enfin j'étais à l'origine, parce qu'il y a d'autres camarades avec moi, mais j'étais
à l'initiative de la fondation du SIPA, à partir d'un autre livre que vous n'avez pas ici, qui s'appelle Conquête du marché intérieur, qui est un livre qui a eu énormément de succès. Et malheureusement, je suis persuadé que dans d'autres pays, ils vont prendre cette recette, ils vont l'appliquer. Ils vont l'appliquer. Parce que je sais qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui étudient. Bon. Et notamment chez nos voisins qui sont déjà passés à un autre stade que nous, puisqu'ils sont dans la collectivité unique. Bon. Donc, si vous ne mettez pas en place ces mécanismes, vous allez disparaître. Il n'y aura pas d'agriculture vivrière en Guadeloupe, et donc il n'y aura pas d'industrie non plus. Donc, alors, je disais, le SIPA, c'est quoi? Comité d'initiative pour un projet alternatif. Si c'est alternatif, c'est que c'est différent. C'est différent. Parce que autrement, c'est pas l'alternance, c'est pas changer Pierre, c'est pas changer Victorin pour mettre Harry, c'est mettre en place un autre projet. Parce que si vous n'avez pas un autre projet, eh bien, les mêmes effets vont produire les mêmes résultats. Donc, on est dans cette logique et nous, on prône un nouveau statut qui existe dans la Constitution française, qui existe dans la Constitution française, qui existe dans la Constitution européenne, qui est un statut de pays territorial d'outre-mer où nous sommes des pays associés à l'Union et auxquels nous pouvons mettre en place une autre politique économique et sociale, mais en même temps, pour rassurer les gens continuent à avoir la citoyenneté française et voire même la citoyenneté européenne. Alain Plaisir, vous avez présenté donc hier votre liste pour les régionales. Nous sommes ici, comme on dit, d'une télévision de proximité. Les gens qui vous regardent ont envie de comprendre quel va être le moyen que vous allez proposer pour pouvoir, premièrement, les convaincre, ce qui est important, et deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait un changement. Parce qu'en réalité, tout ce que vous dites économiquement, ça se traduit par une politique. Quelle politique vous prônez avec la liste SIPA? Bon, alors qu'est-ce que nous allons convaincre? Nous savons déjà, parce que nous ne sommes pas des naïfs, nous savons que nous n'allons pas convaincre la clientèle électorale des gens qui sont en place. C'est peut-être possible, pourquoi pas? Je pense que oui, peut-être une fraction, mais il y a des gens qui se posent même pas des questions, qui vont même pas porter attention à ce que nous disons ce soir, actuellement. Par contre, il y a des milliers de Guadeloupéens qui en ont marre de cette politique. Il y en a des milliers qui ne votent pas. Et il y en a des milliers qui disent eh bien, il y a de même bitin. Il y a tout de même bitin là. Et il y en a d'autres qui disent nous avons les élus qu'on mérite. Eh bien, nous nous adressons à ces personnes-là. Nous nous adressons aux citoyennes et aux citoyens. Et nous disons aux citoyennes et aux citoyens, voyez les gens qui étaient avec vous dans les luttes. Moi, personnellement, j'étais syndicaliste pendant 40 ans. J'étais dans les luttes, toujours pour défendre les intérêts des plus humbles. Quand j'étais parmi ceux qui ont mis en avant la lutte contre la vie chère, quand j'ai négocié avec les grandes surfaces et que j'ai négocié avec la région en même temps pour que les prix soient moins chers en Guadeloupe, c'était dans cette optique, il faut aider les plus défavorisés. Donc, je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai jamais demandé, je me suis jamais proposé pour être maire, ni pour être conseiller départemental. Mais je pense que dans ce combat-là, qui est capital pour la Guadeloupe, il faut que nous soyons là pour dire aux Guadeloupéens, il y a une autre politique qui est possible. Alors l'autre politique que nous allons développer dans la campagne, c'est de dire premièrement qu'il faut qu'il y ait une production guadeloupéenne. Donc le message principal, parce qu'il faut un message qui s'adresse aux producteurs agricoles, industriels, aux artisans, parce que les artisans sont des producteurs aussi. Quelqu'un qui fait un menuisier, c'est un producteur. On s'adresse à ces personnes-là et on dit à ces personnes-là, nous allons vous aider parce que vous êtes indispensables pour le développement de la Guadeloupe. Nous disons également que la Guadeloupe, c'est un archipel composé de 7 îles. Et il faut que chaque habitant, où il se trouve, ait le même traitement. Que vous habitiez à Pointe-à-Pitre ou que vous habitiez à Grand-Bourg de Marie-Galante ou que vous habitez à Terre de Haut, Terre de Bas, il ne faut pas que les marchandises soient plus chères. Donc ça, il y a des mesures à mettre en place et nous sommes en mesure, je ne vais pas dire parce qu'on va nous copier, mais je suis en mesure de développer ça pendant la campagne
Et quand nous serons à la région, on pourra mettre en œuvre ces mesures-là. L'avant-dernière question pour Céline. Alors je crois que justement cette liste est une liste ouverte aux citoyens. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on veut vous rejoindre les rangs, vous accueillez les militants et les partisans? Et même des simples citoyens, tout à fait. Mais nous avons eu des appels déjà. Nous avons eu des appels parce que la liste, premièrement, on dit qu'elle est, comme on est un parti politique, c'est vrai que j'ai été désigné comme tête de liste, mais il n'y aura pas que des gens du CIPA. Elle sera ouverte à des citoyennes et des citoyens qui souffrent au quotidien de problèmes de l'eau, problèmes de transport, qui souffrent réellement et qui sont indignés. Et l'indignation se traduit par des appels, par exemple, sur le répondeur. Et bien, nous disons à ces personnes-là que votre indignation se transforme en acte politique. Un acte politique, comme ça s'est fait ailleurs. Comme ça s'est fait en Espagne avec le Podemos, c'est-à-dire que des citoyens qui n'ont jamais fait de politique ont fait irruption dans le débat. Et dire, on en a marre des politiciens traditionnels qui sont là pour leur mandat, et nous, on veut qu'il y ait un programme. Première. Et deuxième chose que nous disons, et nous avons dit hier, c'est la démocratie participative. Les choses se passent sans que les citoyens le savent. Donc nous allons... ça veut dire être associé aux décisions. Voilà, finalement. Quand il y aura des décisions importantes à prendre au Conseil régional, notamment le débat d'orientation budgétaire, nous allons présenter ces documents à la population. Nous allons débattre à la population parce que qu'est-ce que c'est un rapport d'orientation? C'est faire des choix. Alors, prendre un exemple. Le choix, un moment, il y a un choix qui a été fait, plutôt le Memorial Act que l'eau. Voilà un choix. Peut-être que si on avait demandé à la population, les gens auraient dit plutôt l'eau que le Memorial Act. C'est ça la démocratie. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va appeler les citoyens, on va participer avec les citoyens, on va demander aux citoyens d'être acteurs de leur propre destin. Alors, on va terminer là-dessus et je vais vous poser la dernière question, qui est une question, elle n'est pas électorale, mais c'est une question qui va intéresser beaucoup de Guadeloupéens. Les lois Lurel pour le panier de la ménagère et les lois Lurel pour la baisse de l'essence, échec ou mat? Fiasco total. Fiasco total, parce que la loi Lurel, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a un panier de la ménagère, et ce panier, c'est environ 100 produits, et ce sont les commerçants eux-mêmes qui fixent la baisse. Alors ils vous disent qu'ils ont baissé de 10% sous 100 produits. Mais il y a des milliers de produits. Certains qu'on ne trouve pas d'ailleurs. Certains qu'on ne trouve pas. Mais les milliers autres ne sont pas concernés par le panier. Donc on peut augmenter ces produits-là. Mais nous, on a proposé des choses. Nous, on dit qu'il faut appliquer l'article 410.2 du Code du commerce qui dit que dans un pays où il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y en a pas en réalité, il y a eu des rapports, il faut réglementer les prix. Il faut faire en sorte que certains produits, notamment les produits de première nécessité, les prix soient fixés par l'autorité politique, mais pas l'URL, l'État. C'est l'État qui décide de fixer les marges. Alors il faut savoir que maintenant, même avec la loi l'URL, les marges, c'est quelquefois de 60 à 90%. Un produit qui coûte 1 euro, il coûte 1,60 € en Guadeloupe. Ouais. Et donc la loi, ça n'a rien donné. L'essence, j'ai eu l'occasion de faire une polémique publique avec le président. D'ailleurs, je suis prêt à faire un débat avec lui quand il veut sur l'essence. Il a voulu faire croire aux Guadeloupéens que l'essence était plus chère en Guadeloupe qu'en Martinique à cause du transport. J'ai fait la démonstration, le transport ne rentre pas, puisque c'est un produit réglementé. Ce qui fait la différence, ce sont les taxes locales, c'est-à-dire la taxe sur le carburant, fixée par la région, l'octroi de mer et l'octroi régional, qui sont supérieurs en Guadeloupe qu'en Martinique, ce qui fait que l'essence coûte 10 centimes de plus en Guadeloupe qu'en Martinique. Et je rappelle qu'en Martinique, il n'y a jamais eu de ministre, mais ça va nettement mieux en Martinique qu'en Guadeloupe. Vous avez eu là 2 éléments peut-être qui feront le buzz peut-être dans votre campagne. On vous remercie d'être venu. Je rappelle là aux gens qui ne l'ont pas, c'est pas son projet de campagne, mais c'est un bouquin qu'il faut avoir chez soi et d'avoir lu. Et il est très compréhensible en tout cas. Merci en tout cas, Alain, plaisir d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Puis, on peut que vous souhaiter bonne campagne. Merci et vous beaucoup. retrouver demain à la région, peut-être, on ne sait pas. On est au combat. Allez. Est au combat. Merci. Merci. Céline, il est presque 13h. On va prendre une page pub et puis on se retrouve pour un rappel des titres avant de recevoir notre prochain invité. Mais avant ça, vous aurez développé au moins un titre.
Voilà, 13h04, retour dans le ZCL et on enchaîne avec le journal. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ulcérés d'être privés d'eau depuis plus de 6 mois, mais plus encore qu'on leur demande de payer leurs factures. Les habitants de Capesterre-Belle-Eau ont bloqué ce matin la Nationale 1 à Sainte-Marie dans les deux sens. Et justement, devant une situation un peu aberrante, à savoir être privé d'eau et être en même temps sommé de payer sa facture, eh bien, que feriez-vous? Alors, je ne sais pas vous, Danick, mais moi, je n'hésiterai pas trop. En tout cas, on est allé vous poser la question ce matin. On écoute ces réponses. Pas du tout. Parce que c'est un service, normalement, qui doit être mis en place correctement. Et c'est vrai que moi-même, je souffre de problèmes d'eau. Donc, s'il le faut, non, je ne paye pas ma facture. Une facture d'eau? Oui. Ah bah non. S'il n'y a pas d'eau, on ne paye pas de facture. Pas de raison d'en avoir. Pour vous, c'est ferme. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Si on a rencontré puis on n'a pas d'eau, pourquoi payer les factures? On paye si on a de l'eau, on paye. Si on n'a pas d'eau, bon, pourquoi payer? Ah mais pas du tout, j'ai pas d'eau, pourquoi je paye les factures? Non mais c'est quelque chose qui ne va pas là. Hein. Si j'ai pas d'eau, je paye pas les factures. Si je n'ai pas d'eau, je pense que je vais quand même accepter de payer la facture dans la mesure où j'ai une consommation. Mais si je n'ai pas, pour l'instant ce n'est pas le cas. Oui, il faut payer la facture quand même et après vous allez faire une réclamation. Même si vous n'avez pas d'eau qui coule depuis... Non, pas depuis 6 mois comme à Capes. Vous suivez là. Ah non, oui, comme à Capes, non. Non, il faut régler la situation avant. Ah ben bien sûr. Ça aurait été une question délicate. Je ne suis pas dans ce cas-là, mais je me poserai une question. Oui. Je me poserai une question. Mais je ne suis pas dans ce cas-là. Donc j'ai toujours eu de l'eau, donc je ne peux pas me mettre à la place des autres, mais je peux comprendre qu'ils ont une réticence. Mais si on est obligé de payer quand même. Ça dépend. Même si vous ne vous recevez pas en plus? Si on ne reçoit pas du tout. Oui. Mais on sera obligé de... Il faudra trouver une solution quand même. Ouais. Ce sera votre dernier mot? Oui, qu'attendez-vous par solution? Solution pour tous les partis, quoi, pour essayer de trouver une solution. Faut que ça... Voilà, des propos recueillis par Alain Hannibal, Maxime Morel et Nicolas Aglas. Quoi de neuf, docteur? Nous revenons aujourd'hui sur cette publication de l'ORSAG pilotée par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Vanessa Corneli va revenir sur nous un petit peu sur ce diagnostic. Le reportage est signé Harold Luce avec Joël Laurent. Il a été réalisé dans les 4 régions, dans les 4 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, donc le même questionnaire. Et en Guadeloupe, il y a 2028 Guadeloupéens qui ont été interrogés sur différentes thématiques de santé. Lesquelles? Alors déjà, comment ils se sentaient de manière générale. Donc globalement, plus de la moitié des Guadeloupéens se sentent en bonne, voire très bonne santé. Voilà. Ils ont été interrogés aussi sur des thématiques relatives au dépistage du cancer, des cancers. Donc on est un peu moins bon que nos compatriotes, nos homologues nationaux parmi les femmes pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est quand même un cancer qui tue beaucoup en Guadeloupe. On est meilleur sur le dépistage du cancer colorectal. Je vais donner les points positifs en termes de consommation d'alcool, de tabac, de drogue illicite. On consomme moins qu'au niveau national. En termes de problématiques, épisodes dépressifs, on est quand même en meilleure santé. Par contre, les points plus négatifs, c'est la problématique de l'obésité. Bon, ça, on le savait déjà. Mais on est, surtout nos femmes guadeloupéennes, on a 22% de femmes qui seraient en obésité, contre 12% au niveau national. Et des enquêtes menées en Guadeloupe, au domicile des personnes, quand on les pèse vraiment, établissent l'obésité à 31%. Donc on a vraiment un gros travail à faire. Et l'ARS qui met en place la politique de santé a déjà entamé des actions pour accompagner la réduction de cette pandémie, notamment par les comportements alimentaires et aussi par la pratique de l'activité physique. Et un autre point, c'est sur le renoncement aux soins, où dans cette étude, on a observé qu'en particulier, les femmes avaient davantage renoncé au recours à une consultation chez un médecin généraliste ou à l'achat de lunettes, de verres et de montures pour des raisons financières. Donc il y a peut-être aussi des actions à mener pour faciliter, accroître l'accès à ce type d'offres.
On revient donc à l'actualité économique. On a quitté Alain Plaisir, mais on reçoit le président de la Fédération guadeloupéenne des très petites entreprises, Alain Nagam. Bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous avez tenu une conférence de presse. Est-ce qu'on peut dire que c'était une alerte ou bien c'était juste comme ça pour vous faire parler de vous dans les médias? Non, c'est surtout un constat de la situation, parce qu'on a souvent accusé les politiques, le monde économique, la société sur la situation, mais un fait établi, c'est que nos structures, nos sociétés que nous mettons aujourd'hui, les entreprises ne sont pas en bonne situation pour répondre aux besoins du marché. Pourquoi? Parce que nous créons souvent, effectivement, nous avons le record de création qui a diminué actuellement, et nous créons des entreprises avec un capital social inférieur aux besoins. 1 000 euros, 500 euros, des fois rien du tout. Et qu'aujourd'hui, ces entreprises-là que nous avons reçues chez nous, nous n'avons pas pu les accompagner ou les aider. Donc, on a voulu dire aux chefs d'entreprise que ce n'était pas la peine de continuer une activité qui ne pouvait pas effectivement tenir la route. C'est vrai que la fierté de l'homme veut que, mais aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme effectivement pour leur dire que mutualisation, structuration d'entreprises performantes pour permettre effectivement une réalité économique soit plus pérenne. Cela dit, le marché est assez difficile en ce moment. Alors quand on parle de très petites entreprises, c'est de 1 à 4 ou jusqu'à... Non, c'est de 0 à 9 salariés quand même. 0 à 9 salariés, moins de 10. Donc, ce qui veut dire... On prend les artisans aussi. Voilà. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que le tissu économique qui peut créer l'emploi n'est pas en mesure de le faire. Parce qu'elle n'est pas bien structurée, donc ne bénéficie pas de l'accompagnement bancaire, ne bénéficie pas du soutien du monde économique. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là qui devraient répondre à une problématique de créer l'emploi ne sont pas structurées. Comment voulez-vous? 68% de nos entreprises aujourd'hui sont unipersonnelles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de personnel. Et donc, pas de possibilité de développement. Quand on ne peut pas se développer, donc on ne peut pas se pérenniser, et donc on ne peut pas créer l'emploi non plus. Donc nous disons, plutôt que de créer de multitudes de petites entreprises pour créer son emploi, mieux vaut effectivement mutualiser, avoir un capital social plus intéressant, enfin, ça veut dire c'est de 8 000 à 10 000 euros, pour bénéficier aussi de la participation, du prêt participatif, du capital risque et des outils financiers qui sont sur nos territoires. Nous avons les dispositifs financiers sur le territoire. Malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de les capter parce que la structuration de nos entreprises ne répond pas aux critères nécessaires pour capter. Donc, nous voudrons effectivement accompagner les entreprises. On le dit, on les accompagne. Et c'est pour ça qu'avec l'ordre des experts comptables, on a signé convention. C'est pour leur demander aussi de s'adapter au tissu économique que sont les TPE, pour les accompagner à mieux se structurer, à créer des entreprises qui sont à capital social mesuré pour bénéficier de l'accompagnement bancaire. Voilà ce que nous disons. Est-ce que ça veut dire aussi que les banques, elles ne jouent pas du tout le jeu et qu'elles sont frileuses par rapport à aux petites entreprises? Les banques sont frileuses, mais aujourd'hui, que disent les partenaires banques? Parce que nous avons signé des conventions avec les banques. Et ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne qu'avec les entreprises qui sont en capacité de... Et malheureusement, souvent, on a des entreprises qui viennent, bon, la dette sociale effectivement est effective, ils ont de la dette sociale, de la dette fiscale, et vous savez qu'aujourd'hui le gouvernement depuis 2012 a mis ces termes de prérogatives en place, qui fait que quand on n'est pas à jour de ces dettes sociales et fiscales, on ne peut pas bénéficier d'un certain nombre de choses mises à jour. Et même les banques aujourd'hui sont regardant sur ça, parce qu'effectivement, le tissu économique que nous avons, certaines entreprises que nous accompagnons, bien sûr, pour sortir de la dette sociale, parce qu'il faut que nous voyons ça, c'est un sujet, et ça pose problème aujourd'hui en Guyane. Il faut sortir de la dette sociale et fiscale. La dette sociale, pour préciser. La dette sociale, c'est des charges sociales, salariales et que les entreprises n'arrivent plus à honorer. Que les entreprises n'arrivent pas à honorer. Beaucoup aussi par absence de déclaration. C'est vrai que de moins en moins quand même, parce qu'avec tout ce qui a été mis en place par le directeur de la sécurité sociale Henri Yacour et par nous-mêmes FTPE et par d'autres organismes aussi, nous arrivons effectivement à bien faire comprendre aux entreprises que il faut que dans leur plan de trésorerie, que le paiement de la charge sociale soit établi. Monsieur Nagam, on va parler clair. Un chef d'entreprise qui vous regarde aujourd'hui, qui est tout seul dans son entreprise, ou toute seule, si c'est une femme, vous lui dites quoi concrètement quand on parle de mutualisation?
Aujourd'hui, si c'est vrai que bon, il y a plusieurs niveaux. Une entreprise, un ingénieur en informatique qui développe une application, bien entendu, il n'a pas besoin de grand monde pour pouvoir le faire. Oui. Mais une petite entreprise, un artisan, par exemple, qui veut effectivement répondre au marché, bénéficier au marché public, tout seul, il ne peut pas le faire. Ou alors, comme souvent ils font, ils essaient de répondre au marché et de sous-traiter. Oui. Non, il faut qu'aujourd'hui, parce que, et je dirais une chose aujourd'hui, on est en train de se faire remplacer. Parce que d'autres arrivent de l'extérieur structurés et prennent les marchés. Nous, si nous restons comme ça en disant débrouille à pas pêcher, en effectivité, moi, pour ne pas de ça, et bien d'ici à 5 ans, et bien effectivement, on sera en grande difficulté. Donc, plutôt que ça, nous disons aux entreprises, mettez-vous en situation. C'est vrai que moi, je vois bien de bons maçons, de bons charpentiers se mettre en structuration d'entreprise pour pouvoir récupérer les marchés des collectivités. Mais, effectivement, ce n'est pas la peine d'avoir une entité sociale à 1 000 €. Qui c'est qui va vous accompagner? Si vous mettez comme 1 000 € et vous demandez 100, comment veut-on qu'on vous accompagne? Ce n'est pas possible. Donc je dis aux chefs d'entreprise aujourd'hui, il faut que nous créions des entités d'entreprise mieux structurées, mieux accompagnées. Et surtout, l'accompagnement, c'est quelque chose de déficient. Il faut que ça soit le cas et qu'ils puissent répondre. Depuis la création des statuts, parce que nous avons beaucoup récupéré des statuts sur Internet, et qui ne répondent pas à la réalité fiscale de chez nous. Qu'est-ce que la FTPE propose à ce chef ou cette chef d'entreprise concrètement? C'est-à-dire, vous avez une méthode d'accompagnement, vous avez un processus radio? Oui, bon, accompagnement, oui. Nous leur disons d'abord tenons un langage de vérité et nous leur disons effectivement de venir... au-delà de la parole, au-delà de la parole. Est-ce que vous donnez rendez-vous? Bien sûr, ils peuvent venir le 25, vendredi, à la journée de l'entreprise organisée par l'Ordre des experts comptables au WTC, nous les attendons, nous leur donnons des rendez-vous, ils pourront effectivement bénéficier de nos conseils et pour mieux faire, effectivement, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Leur conseil est important et importante parce que mieux soit structuré aujourd'hui, début 2016, les choses redémarrent. Parce qu'après les élections régionales, l'économie repart, le fonds fédéral, tout ça va être remis en place. Donc si les entreprises ne sont pas en situation, ils ne pourront pas bénéficier des avantages que propose l'Europe et que proposent aussi les partenaires financiers que sont les banques. Céline? Bref, il faut se régulariser. C'est urgent, même si on a un passif de longue date, il faut se remettre dans les clous. C'est pour ça que nous disons aux entreprises qui ont des difficultés conjoncturelles, qui ne peuvent pas surmonter, il y a des procédures pour cela, qui sont les procédures de sauvegarde et d'autres, mais aussi pourquoi vouloir garder une activité qui vous donne mal à la tête tous les jours, plutôt que de cesser l'activité et d'en créer d'autres en mutualisation, mais plus fortes. C'est une bonne question. Oui, non, effectivement, c'est très concret. Donc là, vous lancez, on va le dire comme ça, c'est la mort de l'entreprise individuelle, en fait. C'est-à-dire les gens qui sont tout seuls dans leur appartement, qui ont leur petite entreprise et qui ne sortent pas de l'appartement, sauf pour de temps en temps aller sur un marché, vous leur dites rassemblez-vous. Travaillons ensemble, effectivement, pour répondre à... C'est ça le nouveau schéma de développement économique que nous proposons. D'accord. Bon, et vous avez dit ça aux politiques qui sont en campagne en ce moment? Et les politiques qui sont en campagne, je crois que le constat que nous avons fait, nous, FTPE, en janvier 2015, pour leur dire la situation réelle de la Guadeloupe, on leur dit, malheureusement, et ça s'est vécu aussi au niveau des élections départementales, tout le monde avait un bon bilan. Oui. Tout le monde a un bon bilan. Moi, ce que je peux préconiser, dire à nos politiques, deux choses. D'arrêter de se cacher derrière l'URL et Gilot. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que beaucoup de jeunes politiques chez nous aujourd'hui existent, ils sont cachés derrière l'URL et Gilot. Et chaque fois qu'on leur dise, mais au pas Franca dit oui, mais il n'y a pas moi, il n'y a pas président. Donc, on a un souci demain, c'est que l'après Gilot, l'URL, parce que malheureusement, Toto n'est pas éternel, il a comme tout le monde, l'âge monte, il va arrêter un jour, mais l'après, je l'URL. Donc on voit des jeunes qui quittent leur parti pour aller rejoindre Toto, c'est pas acceptable, ça. Voilà, mais qu'ils fassent l'autre, mais qu'ils arrêtent, qu'ils aient aussi un schéma politique clair pour que nous puissions leur faire confiance. Aujourd'hui, moi, je suis inquiet sur la situation de nos élus parce que je dis que le jour où Victorin Lurel, qui cache la forêt, ne sera plus là, je risque de croire que nous n'aurons plus d'élus pour aller à Bruxelles. D'accord. C'est quelque chose qui m'inquiète. Tout à fait. Je voudrais effectivement que nos jeunes élus
prennent la chose économique en main et se disent qu'à côté, et c'est pour ça que demain aussi, nous signons une convention avec la ville des Abîmes pour mieux accompagner les entreprises de la ville, parce qu'il y a une chose qu'on a aussi découvert, parce que nous avons beaucoup d'entités qui ne sont pas déclarées. Absolument. Et ça, il faut arrêter avec ça. Il faut que les gens, quand vous entreprenez, surtout pour la responsabilité civile, vous devriez être en situation. En nous arrêter, faire débrouiller à pas pécher, tout le monde nous peut arriver, vous payez, poignez-nous, vous nous faites toujours passer. Il faut nous arrêter avec ça. D'accord. Rendez-vous demain, à partir de quelle heure? Rendez-vous demain à Villebon. C'est vrai que c'est une signature de convention, c'est à partir de 9h30 pour les entreprises de la ville des Abîmes. Oui, et au-delà et les adhérents FTPE. Et au-delà, on contacte. Et au-delà, le 25 septembre au WTC, à la journée, avec l'ordre d'experts et comptables. Et nous faisons, nous, FTPE, venus spécialement aujourd'hui, M. Bernard Dujardin, qui est un ancien du cabinet Baouin, qui connaît très bien l'outre-mer, mais qui connaît très bien aussi le développement de tout ce qui est les métiers de la mer, biodiversité marine, biodiversité végétale. On vous remercie, M. Nagam, d'être venu. C'est moi qui on attend votre prochain cri. Et on continue notre journal en attendant. Céline, la parole. Et on parle de cette conférence de presse du FKNG ce matin, Salremi Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Alors, de quoi on a parlé? On a parlé de politique et une prise de position pour les futures élections régionales de décembre. Voyons ce reportage, il est signé Maxime Morel. Pour le moment, c'est une plainte en citation directe de type classique. Monsieur c'est un cas estimé que monsieur Sandronis diffamé. Bon, moi, sans qu'à penser, c'est que son procès qui est des dimensions juridiques. Et nous, les avocats, parce que nous qui plusieurs, nous qui répondons en droit. Mais à penser que l'aspect plus important, c'est ça encore une dimension idéologique. C'est un cas pour responsabilité, ça c'est ça fait. Tous les politiciens s'agitent actuellement pour les élections régionales. Et chacun laisse entendre qu'elles sont capitales une fois de plus pour nous, alors que nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Nous savons très bien que ce qu'il importe de changer, ce n'est pas seulement les hommes, mais surtout le système. Et ce changement est un préalable. Pourquoi? Parce que ce système, depuis 1946 et bien avant, ne fait qu'enfoncer la Guadeloupe, je dirais, dans le déclin économique et social. Aujourd'hui, nous nous présentons non pas comme une alternance possible, mais comme une alternative. Une alternative qui veut dire qu'il faut mettre fin au système colonial, de façon à ce que demain nous puissions, nous, avec le peuple guadeloupéen, bien envisager une nouvelle ère pour la Guadeloupe. Proposer surtout au peuple guadeloupéen, je dirais, un projet économique et social dans le cadre d'un développement autocentré. Non, ça n'a pas de sens. Et nous resterons sur ces positions, même si nous devions être les seuls, dans la mesure où nous sommes certes que jamais une colonie ne s'est développée dans le cadre de la dépendance. Et ce que nous proposons, c'est toujours rester dans la dépendance et nous faire croire qu'il y a une possible égalité réelle, disons, qui est avancée par M. Hollande. Nous savons que tout ça, c'est du leurre, c'est de la poudre aux yeux, et que de toute façon, l'égalité ne se décrète pas, elle se construit. Et nous ne devons pas nous construire selon le modèle français, mais selon nos propres valeurs, selon effectivement notre positionnement dans la Caraïbe. L'objectif que nous devons effectivement atteindre, c'est celui d'une Guadeloupe souveraine, mais surtout d'une Guadeloupe guadeloupéenne. Également une Guadeloupe guadeloupéenne où chacun aura effectivement la possibilité de se développer. Notre volonté, c'est qu'il y ait la prospérité pour tous et que nous soyons effectivement en mesure écoutez, de relever les défis du XXIe siècle. Ah, ok. On lance la pub. Bon, on y va alors. On se retrouve tout de suite pour une page littérature. Une vraie page. Voilà, on rentre dans la page culturelle de ce ZCL. On va recevoir Madame Yvonne Chicou qui est avec nous pour son ouvrage, dont je vous rappelle le nom, Le Sang oublié. Avant, je voulais vous annoncer la sortie du bouquin de Pascal Jarvis qui s'appelle Molacol Momaillé. C'est un ouvrage l'utilisation des connecteurs logiques au quotidien dans le créole de Guadeloupe. C'est un livre très intéressant. On remercie d'ailleurs son service de presse, son attaché de presse qui nous a fait parvenir ce bouquin. Et puis tout à l'heure, on va recevoir Martine. Pour la culture selon Martine. La culture selon Martine et la chronique qui dépote. Alors, Madame Chicou, bonjour, merci d'être venue. Et donc, j'ai lu avec attention votre ouvrage. Et ce qu'on peut dire, a priori, c'est un ouvrage où la Caraïbe est très présente. Tout à fait. Oui. Alors, visiblement, j'ai comme le sentiment que
vous avez pratiquement fait une carte postale de la Guadeloupe et de la Dominique au travers de cet ouvrage. Oui, comment absolument. vous avez procédé? Oui, c'est une fiction en fait. Hein. Qui est très proche de la réalité. Oui, tout à fait, curieusement. Bon, j'ai eu quand même... Bon, je suis née à Trois-Rivières, qui est quand même un lieu de prédilection. Le berceau de l'Amérindien. Voilà, tout à fait. Capitale de l'Amérindien. Absolument. Oui. D'autant plus petite, j'ai eu la chance d'avoir un voisin, un couple de voisins. Elle était indienne. Alors quand vous dites indienne, hindou, d'accord. Et lui, il était caraïbe. Oui. Donc amérindien. Voilà, absolument. C'est pour ça que j'emploie amérindien pour certaines personnes et caraïbe, donc de façon à ce qu'on sache que ça veut dire la même chose. Et j'étais tout le temps chez ces gens qui m'ont beaucoup aimé, et puis ils étaient déjà âgés, et puis ils me disaient toujours quand tu seras grande, tu nous oublieras, et je ne comprenais pas. Et puis quelques années de ça a fait écho dans ma tête. Je me disais pourquoi ils me disaient que je vais les oublier, alors que je ne les ai jamais oubliés. Ces gens-là sont morts depuis des années, je suis partie jeune, je ne les ai pas vus. Et je me suis dit qu'il y a sûrement quelque chose à faire, d'autant plus que je suis partie en Afrique, et comme beaucoup de Caribéens, je me suis dit, oh là là, je vais retrouver mes racines. Et contrairement à ce que j'attendais, j'ai reçu comme une gifle. Pour la première fois, ça doit dater de 6 à 7 ans, je me suis sentie caribéenne. Avant ça, je n'avais plus caribéenne qu'africaine, en fait. Voilà, on a des similitudes avec les Africains, mais je n'avais jamais pris conscience qu'il y avait un État caribéen. Donc je me suis dit, alors reliant mes amis, mes voisins et ce que j'ai ressenti, je me suis dit qu'il fallait parler d'eux, qu'il fallait leur rendre hommage, parce que les Caraïbes font partie de notre culture beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, vous avez une vision un peu particulière du Caraïbe, de l'Amérindien. Alors, vous dites un personnage, bien sûr, Uri, écoute, l'Amérindien, d'où qu'il soit, est un être pacifique, doux, rempli de sagesse et d'amour. Nous sommes détenteurs d'une grande force sur notre terre-mère. C'est pas un petit peu... bon, c'est une fiction, je rêve beaucoup, mais j'ai des choses à dire, je profite de mes romans pour passer des messages aussi. Hein. Mais il faut savoir que les Amérindiens, à la base, je pense que même maintenant... C'est pas si pacifique que ça, hein. Ils massacraient les Kalina pour récupérer les femmes, les Arawaks, quand même. Bien sûr. Mais bon, je vais dire qu'à la base, grosso modo, ce sont les premières personnes, par exemple, qui ont parlé de la défense de la nature. Oui, c'était des Verts. Oui, de l'univers. Donc, c'est des gens qui sont très proches de la nature. Et je pense que c'était déjà des grands combattants, mis à part, bien sûr, leur mode de vie. Hein. Nous avons tous une mode de vie. Ils étaient cannibales, il fallait bien, dans le contexte où ils étaient... Alors, est-ce que c'est avéré qu'ils étaient vraiment cannibales? Non, je ne sais pas. C'est vrai que certains chercheurs aujourd'hui contestent, bien que le mot cannibale a donné Caraïbes, etc. Voilà, on connaît l'histoire, mais on conteste ce cannibalisme des Amérindiens. Tout à fait. Mais il y avait pas mal d'ethnies. Donc, c'est pas certains ethnies qui dévoraient les autres. Mais bon, on n'était pas là. Et je pense qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait une crise. Hein, donc je ne suis pas là pour juger, je mets en avant que leur bon côté. Et justement, comment vous avez un petit peu exploré ce monde amérindien? Est-ce que on a l'impression que c'est beaucoup aussi de votre ressenti et de vos sensations, de vos souvenirs, mais est-ce que vous êtes allé au-delà par des publications, tout à fait. beaucoup de lectures? Tout à fait, notamment le nom des îles. Vous faites un glossaire à la fin de l'ouvrage. Tout à fait. Des termes et expressions amérindiens qui sont rentrés dans le langage. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il y en a beaucoup. Vous les connaissez toutes? Non, pas du tout. Ceux que vous avez mis. Par exemple, hamac, canoë, agouti. Soukouignan. Alors, Soukouignan, me dit-on, est plutôt africain. Hein. Oui, mais bon, il y avait toujours, dans la langue créole, dans notre créole à nous, il y a. Ça a été un mélange, la langue a été un mélange comme nous-mêmes d'ailleurs. Toloman, par contre, il y a Toloman, voilà, Migan. Oui, Lambi non plus. Non, il consommait beaucoup de Lambi. Mais je l'ai mis
Le glossaire, en fait, n'est pas spécialement pour ça, mais c'est pour les gens qui pourraient lire le bouquin et qui comprennent quand même nos termes créoles. Oui. Alors, vous êtes, on peut dire, vraiment un défenseur de l'esprit caribéen, amérindien, homme loyaliste. Les Amérindiens savaient aller à l'essentiel. Oui, parce que... Comment vous faites pour dire ça? Ils avaient une grande sagesse déjà. Oui. Bon, déjà, le fait que nous soyons dans la modernisation, c'est vrai qu'on a occulté cette base qu'on avait, d'ailleurs, comme on trouve dans toutes les races anciennes, d'ailleurs. Ils vivaient dans la nature, ils avaient un profond respect de leur entourage et de l'autre. D'accord. Et vous êtes basé sur quelle étude? Vous parliez de Trois-Rivières. Je ne peux pas ne pas, en passant, rendre un hommage à quelqu'un de très connu là-bas, M. Carloman Bassett. Que j'ai rencontré, d'ailleurs. Que vous avez dû rencontrer. Qui est un caraïbologue invétéré. Physiquement et spirituellement. Oui, bien sûr. Il vous a aidé dans votre travail de recherche? En fait, quand je l'ai rencontré, ce qu'il m'a donné, je l'avais déjà. Oui. Mais je lui rends quand même, je lui tire mon chapeau parce que je trouve ça formidable. Oui. Parce qu'à Trois-Rivières, personnellement, quand je regarde mes compatriotes de Trois-Rivières, dans les traits, je vois des Amérindiens. Oui. Moi-même, dans ma famille, j'en ai. Quand on enlève vos lunettes, on voit... Absolument. Donc, si je vous montre ma sœur, on dirait une péruvienne. C'était toujours des Indiens. Donc... c'est pour ça. Donc, Trois-Rivières ne l'a pas voulu quand on dit que capitale de la culture amérindienne. Exactement. Il y a encore des fouilles. Il y a pas. Monsieur Carloman, tout le temps, il trouve. La semaine dernière, encore, il a trouvé des choses. Alors, autre chose que je signale dans votre roman. Alors, l'histoire se passe bien sûr en 68. Oui. Donc, ça ne se passe pas pendant l'époque amérindienne. Du tout. Et ce sont deux jeunes Amérindiens qui viennent en Guadeloupe. Voilà. Travailler, faire des études. Finalement, ils vont jouer un rôle important dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe et en Guadeloupe particulièrement. Pourtant, alors, vous les faites traverser le pays. J'ai envie de dire, comme on dit en créole, ils prennent du gaz quand même. Oui, bien sûr, parce que, en fait... quand ils ont quitté Roseau, parce que ils vivent quand même on pourrait dire en vase clos. Oui. La Dominique est quand même est un petit peu moins avancée que la Guadeloupe. Donc surtout en 68, c'est sûr qu'il fallait qu'ils rencontrent quelques difficultés. Parce que quand on quitte la plaine et qu'on vient dans un pays industrialisé, c'est sûr qu'on rencontre pas mal je trouve pas le mot, d'obstacles. Et je me suis un peu basée aussi sur mon voisin parce que je me rappelle encore à l'époque, ils avaient un petit cousin qui était venu, il devait avoir 5-6 ans. Dominiquais? Oui, Dominiquais. Et amérindien. Amérindien. Oui. Et bon, moi j'étais un peu plus grande et cet enfant était nu. Nu et moi ça... Nu comme un verre? Nu comme un verre. Nu. Et moi ça me choquait en fait. Et cet enfant avait l'air tellement frêle, il pleurait tout le temps. Et c'est là que j'ai compris plus tard, c'est pour ça que je dis que les gens n'avaient pas compris que le vent était leur manteau, que la nature... En fait, ils vivent nus. Et cet enfant, arrivé dans un pays comme la Guadeloupe, il fallait s'habiller, tout était chamboulé pour lui. Vivant dans un hamac, il fallait qu'il vive dans une case. C'est un choc culturel. Tout à fait. Alors, par ailleurs, autre chose, c'est que vous profitez de leur venue en Guadeloupe pour passer en revue le pays. Tout à fait. On va de pratiquement toutes les communes, bien sûr Lance-Bertrand, Trois-Rivières, Basse-Terre. Alors, pourquoi ce voyage? Pour faire découvrir... voyage inter-guadeloupéen. Pour faire découvrir à nos enfants, à négropolitains, pour donner envie aussi à leurs parents d'inciter les enfants à s'intéresser à la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est belle, chaque commune, chaque ville a un aspect différent et des personnages différents d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai insisté aussi sur un hindou que les enfants rencontrent, parce que je trouve que la Guadeloupe, c'est pas mal... Félix Mandarami, c'est ça? Voilà, il y a même... C'est quelqu'un que vous avez dû rencontrer? Non, pas du tout. Non, tout est imaginatif. Et on ne parle pas assez des hindous, parce que c'est des gens qui font des choses extraordinaires en grande terre, en Guadeloupe. Donc moi, j'essaie à chaque fois dans mes livres de mettre en interaction les différents peuples qui peuplent la Guadeloupe. D'accord. Et donc, alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais vous allez nous expliquer. À la page 190, on a le sentiment qu'on quitte un peu le roman, puisque ça s'appelle Changement de cap.
Oui, oui. Et plus loin d'ailleurs, il y a presque un texte qui s'appelle La Caraïbe unie. Vous quittez le roman, vous passez presque dans l'essai, c'est ça? Vous faites oui, voilà, quelque ça. chose d'ambivalent? Parce que, en fait, j'ai voulu, parce que le fait, enfin, c'est mon sentiment. Quand les Caraïbes étaient là, même en 1950, hein, même, on avait l'impression que, comme ce sont des gens pacifiques, hein, qu'ils ne faisaient rien. D'accord. Parce qu'on a tendance à s'exprimer dans la violence, dans le déchirement, je sais pas moi, dans les expressions. Pour moi, ces gens-là ont fait beaucoup. Mais ils étaient dans la non-violence, notamment tout ce qu'ils nous ont apporté. Par exemple, au niveau de la cuisine, j'ai appris qu'ils ont apporté, les Caraïbes ont apporté beaucoup à la cuisine française, ce qui permet une grande diversité. Bon, il n'y avait pas que, mais ça, je ne le savais pas, moi. Oui. On a besoin de savoir ça. Leurs enfants ont besoin de savoir ça aussi. Oui. Donc, j'ai une opinion particulière sur la Caraïbe unie. Oui, allez-y. Parce que l'arc antillais est vaste. Chaque île, à son niveau, rencontre des difficultés. Et moi, je suis persuadée, ça n'engage que moi, qu'en travaillant ensemble, je rejoins ce que dit le monsieur, là. C'est pour ça que je parle de coopérative. Ces deux jeunes ont aidé les planteurs, à s'organiser. Voilà, au niveau du sucre, du taux du sucre qui était en baisse, à s'organiser. Et c'est là que dans mon rêve, je me suis dit que ça pourrait être bénéfique pour nous si on travaillait ensemble. Vous connaissez la CARICOM? Vous avez entendu parler de la CARICOM? Eh ben justement, absolument. Absolument. Oui. L'année dernière, quand j'ai sorti La Caraïbe aux deux visages, qui voulait parler de la femme caraïbe et de l'archipel, eh ben, je parlais déjà de ça. Donc, je pense alors, que... vous n'avez pas vraiment répondu à la question, mais enfin... changement de cap. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas compris la rupture dans l'écriture entre l'aspect romanesque et le style stylistique même, et l'aspect un petit peu, je dis, essayiste que vous avez fait. Pourquoi cette partition? Parce que j'ai voulu faire comprendre aux gens que ces deux Amérindiens qui pourraient être de Chinois, etc., hein, si on s'appuie sur les dires de l'autre, on peut être aidé, on peut dépasser ses difficultés. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé mes deux... Et à partir du moment d'ailleurs où on avait changé de cap, on a pu voir que la Caraïbe devenait presque un laboratoire pour le monde. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Alors, il y a outre une question peut-être l'avant-dernière. Non, parce que moi je n'ai pas eu la chance de lire cet ouvrage, donc je vous laisse, Danick, piloter la fin du rêve, d'ailleurs, ça s'appelle La fin du rêve. Alors, non, je voulais signaler qu'à la fin de l'ouvrage, vous avez quand même tenu à donner les noms caribéens des îles de Guadeloupe, enfin des îles de la Caraïbe. Leur vrai nom d'origine. Leur vrai nom. Et ça, c'est important parce que beaucoup de jeunes ne savent pas. Ils croient que la Guadeloupe s'appelait Kawikera. Ou Kalusera, ça dépendait des périodes, voilà. Les Saintes s'appelaient Kawukaera. Et Marie-Galante, vous savez? Ah non, je ne les ai pas tous retenus. Non, pas du tout. Marie-Galante, c'est Haïti. Voilà, oui, c'est vrai. Oui, et Haïti, vous savez? Ça a été Haïti dans un premier temps. Voilà, c'est ça, c'était Haïti. Vous ne l'avez pas mis, je ne l'ai pas vu. Si, quelque part. Non, pas Haïti, je parle de la Jamaïque, vous savez? Non, je ne les ai pas. Samaïca. Ah oui, ça. Voilà. Enfin, je suis un érudit de la chose. Par contre, avant de terminer, la Martinique, par exemple, a eu plusieurs noms avant d'être Madiana, Madinina, l'île aux Iguanes. Oui. Voilà. Et en tout cas, Madame Chicou, merci d'être venue. Je vous en prie. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent que le livre qui est derrière vous, sur votre écran, s'appelle Le Sang oublié, édition Nestor. Et vous l'avez déjà signé, mais enfin, j'imagine qu'ils peuvent encore retrouver cet ouvrage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme tous les ouvrages Nestor, et je l'ai dit tout à l'heure, cet ouvrage, Pascal Jarvis, Moulakol et Mo Maillé, on aura l'occasion de l'inviter. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup d'ouvrages, et aussi la préférence guadeloupéenne de M. Alain Plaisir. Et là, je donne la parole à Céline, parce qu'elle va tout à terminer son journal et annoncer l'arrivée de Martine pour la culture selon Martine. La culture selon Martine. Merci Madame Chicou et à très bientôt. Merci. Au revoir. En bref, Priscilla Delaney, nommée déléguée générale du FEMI 2015, il y a à peine un an, quitte l'organisation du Festival international du cinéma de Guadeloupe après 7 ans passés dans l'organisation.
Disons que ce n'était pas apparemment volontaire de sa part. Raison invoquée de la part de l'organisation. Le conseil d'administration de l'association a fait le choix de supprimer la fonction de délégué général et de revenir à une organisation où le bénévolat prime. Alors peut-être dommage pour un festival vraiment qui prenait son envol et qui se professionnalisait. On avait reçu ici d'ailleurs en avril dernier à l'occasion du FEMI. Juste avant le FEMI. Alors le prochain FEMI est déjà en route, semble-t-il. On verra qui remplacera cette charmante personne. En tout cas, on peut le regretter. Voilà. À suivre. Juste une brève écho également. Caribéa Hotel a annoncé la réouverture de 2 resorts entièrement rénovés. Celui de Sainte-Luce en Martinique, mais plus près de chez nous, le Beach Resort à Gosier devrait rouvrir, Danick, le 9 janvier. Les réservations sont ouvertes si vous voulez faire plaisir à quelqu'un ou même faire un petit séjour au Gosier. Vous connaissez le coin? C'est pas mal. Est-ce qu'il y a du spa? Bonne question. Je peux me renseigner puis je vous dirai ça. Renseignez-vous. S'il y a du spa, je suis partant. On enchaîne et on part pour Paris. À quelques semaines de la grande conférence mondiale sur le climat, nous sommes allés à la rencontre de l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens. La structure est parisienne donc et travaille en étroite collaboration avec les collectivités françaises d'outre-mer. Le reportage est signé de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Notre Maurice Cessé national. On regarde. International maintenant. L'IFRECOR, c'est une vieille histoire. L'IFRECOR a déjà 15 ans. Donc elle est née en fait dans les années 2000 en réponse à des engagements de la France pris au niveau international. Donc à travers l'ICRI. L'ICRI, c'était l'initiative internationale pour les récifs coralliens. Et la France a décidé de faire la même chose que l'ICRI sur le territoire national. Donc c'est-à-dire d'avoir une initiative, un réseau d'acteurs plurispécialités, à la fois des chercheurs, à la fois des ONG, à la fois des parlementaires, des élus donc, à la fois des socioprofessionnels qui agissent ensemble pour la préservation des récifs coralliens des Outre-mer français. Alors pour la palme IFRECOR, en fait, donc là c'est un concours que l'on a créé il y a 5 ans au sein de l'IFRECOR, donc c'est plus récent que l'IFRECOR même. Et donc la palme, c'est ce dont on parle. La palme, c'est un concours donc, qui est destiné aux élus d'outre-mer pour valoriser en fait les pratiques, les actions qu'ils permettent ou les politiques locales qu'ils mènent pour la gestion durable des récifs coralliens, mais aussi des herbiers et des mangroves. Donc l'objectif effectivement c'est de valoriser le projet qui, au sens, selon la grille de sélection du jury, répond le plus et le plus innovant, répond le plus à l'impératif de bien gérer les récifs coralliens français et est le plus à même d'être une expérience renouvelable ailleurs. En fait, vraiment, le propos de la palme IFRECOR, c'est ça, c'est faire connaître les bonnes actions des élus pour les exporter ailleurs en Outre-mer, voire dans le monde. Quelques exemples de projets qui ont été couronnés. Alors, par exemple, un projet à Mamoudzou qui a été couronné en 2012, qui consistait en fait à restaurer écologiquement la mangrove, c'est-à-dire à replanter de la mangrove par les enfants et les mamans en fait qui venaient avec des experts du Conservatoire botanique des Mascarins replanter la mangrove. Ça c'était un projet donc en 2012. L'année dernière il y a eu un projet à La Réunion qui est le Reef Check, c'est-à-dire c'est un projet donc, qui a été porté par la commune de Saint-Paul à La Réunion et qui consistait à former en fait des plongeurs volontaires à suivre l'état de santé des récifs coralliens et donc à compléter dans la base de données mondiale Reef Check leurs observations pour contribuer aussi à suivre l'état de santé des récifs coralliens. Il y avait aussi un projet en Guadeloupe qui consistait donc à restaurer aussi une zone de mangrove qui a été présentée par Harry Chalus et donc qui a été... Voilà, il s'agit bien de l'IFRECOR, l'initiative française sur les récifs coralliens qui s'occupe donc de protéger notre biodiversité. C'est important, Danick. Il se passe quelque chose sur ce plateau, il y a quelqu'un qui est en train de s'habiller à ma droite. Il se passe à tout moment, il se passe quelque chose sur ce plateau. Elle s'appelle Martine et elle vient présenter une chronique en jaune. Bonjour Martine, vous êtes en jaune. Non, mais non seulement en jaune et en chaud. Il fait chaud dehors, mais il fait chaud ici aussi. Attends, j'ai mis une veste. Alors, je vais l'enlever, la veste, parce que j'ai déjà chaud. Je suis désolée, mais non, j'enlèverai que la veste. Donc, il y en a qui tombent la veste. Moi, je vais tomber la surveste. D'accord, merci. Je l'enlève. Et on découvre quoi? Et vous découvrez la même chose en dessous, sauf que... En dessous de quoi?
En dessous de la veste, Dani, en dessous de la veste. C'est très streetwear un peu. Hein. C'est un peu streetwear. C'est très moderne, très décontracté et en même temps très élégant. Je suis habillée par Variance Boutique au Moule, donc je vous conseille chaque semaine. De toute façon, ils vont m'habiller. Vous serez habillée chaque semaine en Variance. Chaque semaine par Variance. Vous voyez la boutique, elle est derrière. Donc vous allez varier les tenues. Je vais varier les tenues et vous aurez des surprises. Chacun de mes voyages permettra de m'habiller. Voilà. Variance, et je lance un appel, je cherche aussi une coiffeuse. Hein. Oui. Ah, ça y est, c'est parti. Bon. Alors, avant d'aller plus loin avec cette photo, je voudrais quand même vous dire bonjour à tout le monde, bonjour à Danick, à Céline, et puis vous dire que je continue mon petit voyage. Donc, dans cette rubrique courte et rapide, comme toujours, pardonnez-moi si j'ai chaud, mais aujourd'hui, j'aurai chaud, donc il faut le savoir. C'est le show, c'est le show. Je fais mon show au sens propre et figuré. Et donc, je continue ma petite balade culturelle cette semaine. Eh bien, nous allons à Berlin. Voilà pourquoi aussi cette tenue, parce que c'est très berlinois, le style. C'est très arty, Berlin. Voilà, c'est très arty, c'est très culturel. Très culturel. Comme Kennedy. J'aurai pas de big event, sauf que je vais dire quelques mots sur l'archipel. Vous saurez tout à l'heure pourquoi. Et puis, je vais vous parler de quelque chose qui est basique, mais qui est le fameux petit sac plastique dont tout le monde parle et qui va être banni. Enfin, on va essayer parce qu'en Guadeloupe, pour bannir quelque chose, les sacs en plastique, c'est dur. Et on prend son cabas ou son panier. On prend son cabas. Et je vais commencer par ma petite citation du jour. Je la trouve mignonne. Alors, je l'ai notée vite fait. Rien n'est plus dangereux qu'une idée, surtout lorsqu'on n'en a qu'une. Ah oui, faut pas la perdre. Faut pas la perdre, mais ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Alors bon, il vaut mieux en avoir plusieurs en boutique. Donc en tout cas, moi en boutique, ça y est, c'est fait. Et Berlin, alors ce que je vais vous en dire, vous savez comment on appelle les Berlinois? La réponse, elle est dans la question. On appelle les Berlinois. Les Berlinois. Et là derrière, vous voyez l'un des bâtiments, enfin l'une des constructions extrêmement phares de Berlin, c'est le Sony. Le Sony bâtiment, enfin, il a un nom, c'est le Sony. C'est magnifique, c'est tout en verre, donc fait par Sony bien sûr. Là, c'est le soir, mais c'est un lieu vraiment culturel extrêmement intéressant. La particularité de Berlin, sur lequel je voulais m'arrêter, c'est que on qualifie cette ville à la fois d'historique, de culturelle et surtout, c'est une ville qui est complètement décalée. Il faut savoir que Berlin, entre le RDA et le Arafat, bien sûr, depuis la destruction du mur et la réunification. Destruction du mur en quelle année? Berlin 89. 9 novembre. Et la réunification, Berlin a explosé. C'est vraiment le lieu culturel, le lieu de tous les possibles et de tous les impossibles. Rien n'est impossible à Berlin. S'habiller à tout petit prix, c'est possible. S'habiller avec les plus grands créateurs, c'est aussi possible. Et il y a un magasin qui est extrêmement incroyable, qui s'appelle le Kawavé, je crois. Oui. Je vais dire des bêtises. Mais là, c'est incroyable. C'est très, très cher, c'est très, très beau, c'est très épuré. Il y a de tout, il y a un monde fou. Et j'ai regardé une babiole, le moins petit truc, c'était une petite éponge, ça coûtait 45 €, une éponge grande comme ça. Ah, une éponge, j'en aurais eu besoin à ce moment. Là, j'en aurais eu besoin, mais j'espère qu'on me pardonnera. C'est pas grave. Donc, 3,5 millions d'habitants à Berlin depuis la réunification. C'est la deuxième ville et la 7e agglomération la plus peuplée de l'Union européenne. Et Berlin s'étend sur 3734 km². C'est immense en fait, parce qu'il y a des parcs aussi gigantesques. Il y a des parcs partout. À l'intérieur de la ville. Et c'est très culturel. Là, ce que vous voyez, c'est étonnant. Époustouflant. En fait, c'est un mémorial. C'est le mémorial de Berlin qui a été consacré donc à toutes les personnes qui ont été tuées pendant les guerres. Et c'est un lieu qui est étonnant parce qu'en fait, les Berlinois se le sont appropriés. Donc on s'y promène comme dans un jardin. Et vous avez plusieurs perspectives. Vous avez plusieurs perspectives de ce lieu, puisque vous pouvez rentrer dedans. C'est un dédale de labyrinthe. On peut s'asseoir dessus. Les gens pique-niquent dessus. Vraiment, c'est voilà. Vous voyez, les gens sont assis là sur le devant. Il y a une autre photo que vous verrez tout à l'heure. Les gens sont assis devant. C'est assez mystique aussi. C'est à la fois mystique et à la fois complètement intégré dans la ville. C'est un lieu très particulier qui appelle à la concentration, qui appelle au recueillement, mais en même temps qui appelle à la vie. Donc et quand on le voit comme ça, on dirait effectivement des jeux de cubes, et vous pouvez vous balader entre c'est très très grand, des endroits très très bas, et c'est vraiment très intéressant.
Bon, donc c'est un lieu sympathique qui est à voir de par son architecture. Enfin, j'ai visité aussi, toujours à Berlin, d'autres espaces. Donc, il y a une île qui s'appelle l'île au musée. Oui. Il y a rien que sur cette île 6 ou 7 musées qui se tiennent, le musée de Bergame, par exemple. C'est une île sur, voilà, qui est dans Berlin même. Voilà, dans Berlin, une île où il y a un certain nombre de musées qui sont rassemblés, et notamment le musée de Bergame, le musée Bode, l'ancien musée, le musée de la préhistoire et le musée de l'Antiquité. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire sur Berlin? Moi, j'ai une question, oui. Martine. Vous y étiez au mois d'août? J'étais au mois d'août, oui. Alors, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, blindé comme toutes les capitales européennes du sud de l'Europe, en Italie, République tchèque? C'est plein. C'était plein aussi, il y avait beaucoup de monde dans l'autre. C'est plein, il y a du monde partout, mais il y a beaucoup de jeunes. Vous n'avez pas parlé de la musique parce que... Mais j'y arrivais, justement. Et il y a des places qui sont consacrées à ça, où les groupes se réunissent, des jeunes se réunissent avec des casseroles, avec des marmites. On fait de la musique avec tout. Le rock berlinois est du rock. C'est hyper actif. Il se passe tout le temps quelque chose. Là, les photos que vous voyez maintenant, ce sont celles du mur, les restes du mur, une partie. Ils en ont fait aussi un mémorial qui est assez poignant. Donc sur cette partie de mur qui avait été... Alors ils expliquaient d'ailleurs que toutes les parties abîmées qu'on voit dans ce mur, c'est parce que chacun a essayé un peu de prendre de grappiller un petit bout de ce mur. Donc il est protégé maintenant. Ce que je n'ai pas fait, puisque c'est très surveillé. Et puis il y a maintenant des grilles. Et là, c'est toute la partie explicative, historique, avec un gros travail historique qui a été fait iconographique, de texte, et les gens s'assoient là, parlent, échangent entre eux, et ce qui est particulier, c'est qu'on retrouve vraiment tout type de population, qu'on soit noir, blanc, jaune, tout le monde se retrouve là, et puis il y a une sorte de cohésion qui se fait autour de ce monument. Est-ce que vous avez vu rouler dans les rues les vieilles trabants? Il y en a encore? Oui, il y en a une, probablement que vous verrez. J'ai eu la grande chance de voir en fait un défilé de trabants. Alors la Trabi, c'est la première voiture, c'est mythique, vraiment, et là j'en avais sélectionné une qui était en léopard. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, il y a énormément. Alors cette voiture, elle est mythique et il y a une très grande tradition autour de ce véhicule et qui, et qui continue à circuler dans les rues de vous feriez fureur dans Jarry, Martine. Ah non, mais ça c'est génial, c'est génial. Voilà pour Berlin. Donc il y a 20 ans, le mur tombait, marquant la fin de la guerre froide. Et cette capitale, on dirait qu'elle a absorbé donc toute cette difficulté, toute cette histoire très forte qu'il y a eu. Et donc on a fait quelque chose de magnifique où la culture a toute sa place, la musique et l'art, puisque voilà, on termine avec ces photos. Donc un grand pan de mur a été consacré aux artistes. Ce pont n'a pas été consacré aux artistes. Les artistes ont envahi ce pont de mur. Et juste après que le mur ait été... on soit tombé sur le mur, on les détruit. Des centaines d'artistes sont venus de différents pays et ont graffé ce mur. Il y a des choses extraordinaires sur des kilomètres. Donc c'est vraiment le street art à ciel ouvert. Et ça, c'est sur des kilomètres. J'ai tout fait de recto verso. J'ai pris des tas de photos. On rencontre beaucoup de gens. Et il y a une photo mythique, je l'avais sélectionnée, celle de 2 chefs d'État qui s'embrassent. Et vous l'avez vu déjà tout à l'heure. Là, voilà, c'est l'une des photos mythiques de ce mur ainsi que la Trabant. Voilà donc pour mon passage à Berlin. Je peux vous dire Dankeschön? Oui, voilà. Bitte schön. Voilà. J'ai dit que je ne faisais pas à cause, parce que je voulais vraiment passer un peu de temps sur Berlin, pas de big event, je veux juste m'arrêter sur un petit sujet, c'est le départ de du directeur de l'archipel, José Plia. Comment? C'est demain la conférence de presse. La conférence de presse aura lieu demain. Donc, il va nous parler de ces 10 ans où il a marqué l'histoire de l'archipel à Basse-Terre, de la scène nationale. Et puis, vous savez qui va être son Je ne sais pas encore et je lui laisse le soin d'annoncer tout ça. Je vous le dirai tantôt. On va lui laisser ce soin. Donc, José Plia, c'était pour lui faire un petit clin d'œil et lui dire, bon ben voilà, il y a eu un travail énorme qui a été fait, bon voyage, et puis bienvenue à son successeur. Tendance sport. Oui. Voilà, alors il n'y a pas de sport, mais par contre, j'ai eu envie de parler plutôt que de faire de la mode, je l'ai fait tout à l'heure, j'ai envie de parler d'une mode qui est la nôtre, mode de vie, c'est le sac plastique. Qui n'a pas son petit pochon plastique?
pour aller un peu partout faire ses courses, et on nous le donne sur le marché, on nous le donne partout. Il a été banni en 2011 des supermarchés, en tout cas en Guadeloupe, mais depuis déjà plusieurs années en France et en Europe, il était banni. Ici, on a un petit peu plus de mal, on continue à le distribuer largement, mais il faut savoir que la loi sur la transition énergétique prévoit la fin de la mise à disposition gratuite de tout ce qui est sacs plastiques non recyclables et non renouvelables. Les sacs qu'on n'utilise qu'une fois et qu'on donne aux caisses, ça va être interdit à partir du 1er janvier 2016. Normalement, certains disent 2017, mais ce que je voulais, c'était attirer l'attention sur que chacun d'entre nous, on se rende compte qu'on a un geste citoyen à faire. Évitons ça parce que ce sont nos tortues qui les mangent, qui les retrouvent, qui trinquent et qui les retrouvent dans l'eau. Donc les sacs plastiques à usage unique, ils sont polluants, on n'en a pas besoin, on peut prendre de jolis petits cabas. La semaine prochaine, je vous emmènerai des couilles pour aller acheter votre viande, aller acheter le poisson, etc. Et puis des petits cabas en sac, en tissu, des paniers. Je vais le dire entre elles, plein de monde qui a fait panier l'osier Caraïbes. Donc revenons à ces traditions et bannissons ces sacs parce que c'est notre nature qui subit les conséquences. 8 milliards de sacs plastiques abandonnés dans la nature chaque année en France et en Europe. 8 milliards. Un sac plastique, c'est 150 ans pour qu'il soit totalement détruit. Alors on peut faire un effort. Et il y a 17 milliards de sacs plastiques à usage unique qui sont consommés chaque année en Europe. Donc sur 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits dans le monde par an, eh bien 10% finissent dans l'océan. Voilà, donc ça c'était mon petit clin d'œil. Et le petit coup de gueule. Mon petit coup de gueule. Bon, on va finir par un truc sympa. Oui. Agenda. La première résonance, spectacle de Sakita avec Mario Coco, qui est parrainé par Admiralty. On les a reçus ici d'ailleurs. Comment? On les a déjà reçus. Donc le 17, je reviendrai dessus parce qu'en général, Mario Coco nous fait des spectacles, des grandes scènes. Vous savez que Ronnie Théophile est prévu bientôt aussi. En octobre. Il est prévu en octobre, il a son visa aussi. C'est où? Je crois que c'est non pas Walt. C'est pas à Paul Chonchon. Voilà. Le 10 octobre. D'ailleurs, Résonance, c'est à Paul Chonchon aussi. Donc je vais en parler la prochaine fois. Et puis je termine avec Les quartiers se racontent. Ça doit être le 3e ou 4e volet de cette exposition photo avec des artistes que nous connaissons, photographes comme Nicolas Nabajot, Éric Laquitaine et Daniel Goudoufle. Donc voilà, et cette exposition aura lieu à l'aéroport, effectivement. A lieu à l'aéroport, à Pôle, Caraïbes. Donc c'est un lieu mythique pour une exposition mythique qui nous raconte la ville et je pense qu'il faut vraiment aller la voir, cette expo. Ce sont des artistes exceptionnels. Et donc voilà, elle est visible donc au Quai des Arts de Pointe-à-Pitre, située à l'aéroport, celle-ci, et je voulais dire que ça allait jusqu'en octobre, je crois. 10 octobre. Un dernier mot. Un dernier mot, je vous parlerai du Salon de l'Enfant la prochaine fois, qui aura lieu du 21 au 25 octobre à Gourdeliane, donc au Vélodrome. C'est dit. Voilà. Martine même, elle commence à devenir mythique. Ah oui, mais elle est déjà rentrée dans l'histoire. Vous avez vu que mes lunettes aussi... Sponsorisées par... Non, ça c'est sponsorisé par ma mutuelle surtout. Elle est pas mal celle-ci. Et vous avez vu, regardez, je me mets à l'air moderne. Oui, elle modernise, elle a un iPad, il était au fond du sac depuis des années, mais j'ai toujours peur que ça cale au moment où j'aurai besoin. Faire par DigiLife. Ouais, non pas DigiLife, je vais aller les voir, mais j'avais quand même mon secours papier. C'est mieux pour l'environnement. Parce que ça fait moins de papier. Et tu as tout compris. Tout compris. Donc la boucle est bouclée. C'est l'info du jour. Si on retient une info dans ce que vous avez dit, ce soit quoi? J'ai envie de dire que c'était ce coup de gueule des habitants de Capesterre, section de la Sarthe, qui ont bloqué donc pendant plusieurs heures la nationale 1 au niveau de Sainte-Marie. Beaucoup d'embouteillages, mais surtout on comprend leur ras-le-bol. On leur a demandé en fait de payer leurs factures alors qu'ils n'ont pas d'eau. Et aussi la conférence de presse du FKNJ qui a pris position aujourd'hui sur les élections régionales. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, sans Martine malheureusement, mais avec notre chroniqueur Riddick, pas judiciaire. Voilà, c'est fini. Réalisation Zébris aux manettes. Et c'était pas plus mal. Moi-même dit c'était bien. N'est-ce pas, monsieur Zébris? Il confirme. On est arrivé vivant. On est arrivé à bon port. On n'a pas dévié. Voilà. On se retrouve demain. Et on vous salue. Bon appétit à tous. Bye bye. Merci à tous. Voilà, je suis contente.